Hello collègues écrivains et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des auteurs dans lequel je vais te présenter Rocambole, une application de série littéraire et également peut-être une façon d'être publié si tu es un auteur en herbe. Et avant de commencer, je voulais simplement te préciser que cet épisode n'est pas un partenariat avec Rocambole, qui soit rémunéré ou quoi, c'est vraiment moi qui aime énormément cette application, qui la trouve très futuriste, dans l'air du temps, tu vas le voir au cours de l'épisode, et qui est du coup proposée aux intervenantes de venir faire un épisode à ce sujet et puis aussi parler des coulisses, etc. Tu trouveras quand même un lien vers Rocambole dans les notes du podcast, mais voilà, ça me semblait important de te le dire avant de commencer et je te laisse avec l'épisode. Et on est avec Gaëlle et Katerina de Rocambole. Hello à vous deux. Salut Et Melville. est-ce que du coup, vous pourriez vous présenter toutes les deux pour les personnes qui vous connaîtraient pas? Alors, je me lance. Donc, moi, je m'appelle Gaëlle Lévesque. Je suis autrice donc chez Rocambole. J'ai publié une série. J'ai 37 ans et je suis prof de français en collège depuis 14 ans. Et un détail qui n'en est pas un, qui est très important puisqu'il prend beaucoup de place, j'ai une fille de 4 ans. Voilà. Gros détail. Moi, c'est Caterina Tosati, j'ai 25 ans. Du coup, je suis éditrice et autrice chez Rocambole, où j'ai publié plusieurs séries. Et en parallèle de ça, ça fait à peu près un an que je suis correctrice freelance, aussi bien pour des particuliers que des maisons d'édition. Yes. Justement, moi, je voulais te demander un petit peu plus à toi, Katerina, quel parcours t'avais fait pour arriver jusqu'ici. Alors du coup, c'était un très heureux hasard, enfin un de ces trucs un peu du destin. J'écrivais déjà alors ça a commencé il y a un an et demi, hein, au tout début de Rocambole. J'écrivais depuis un moment et puis j'avais quand même envie d'aller au-delà de l'écriture, c'était quand même une envie à moi. Et puis j'ai vu passer cette annonce de Julien sur Rocambole, qui était complètement anonyme à l'époque, enfin dont on n'entendait pas parler, qui disait qu'il cherchait des éditeurs pour le début de la structure. Et en fait, il y a eu, je crois, 200 candidatures et il a fait passer des tests, en fait, des tests de correction, de bêta lecture, enfin de correction édito. Et on avait plusieurs séries et il fallait dire si on les retenait ou pas et pourquoi. Et à la fin de ces tests-là, on a été 5 à être retenus, je crois. Et du coup, c'était l'équipe de base des éditeurs Rocambole. Après, il y a des personnes qui sont parties, des personnes qui sont arrivées. Mais voilà, tout a commencé comme ça il y a un an et demi. On n'avait pas sorti les premières séries. Enfin, c'était vraiment le tout début. Ouais, et ouais, pour toi, t'allais pas spécialement être éditrice plus tard, quoi. Non, en fait, mais j'ai toujours eu ce truc où je marche beaucoup à l'instinct. Et en fait, j'ai vu passer le tweet, j'ai rouvert le message et je me suis dit ça coûte quoi en fait finalement, au pire je suis pas prise et puis ça a marché et puis c'est trop chouette, enfin voilà, je me suis un peu lancée comme ça. Ouais, c'est dingue. Incroyable. Yes. Alors du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être présenter justement Rocambole aux personnes qui connaîtraient pas. Je sais pas, Gaëlle, si tu veux commencer. Au challenge. Donc, Rocambole, c'est une application numérique donc qui se veut le Netflix de la littérature. Et voilà, l'objectif est que Netflix ensuite dise qu'il est le Rocambole des séries télévisées et publie dans tous les genres en fait des séries littéraires plus ou moins longues. Je pense que Katerina, tu peux compléter. Du coup, si on veut parler un petit peu du concept de la série littéraire, parce que ça, Ouais. c'est nouveau sans être nouveau, parce que ça existe déjà depuis le 19e, 18e, 19e avec le roman feuilleton. Donc c'est un usage qui a disparu et qui a voulu reprendre Rocambole sur le modèle de la série avec des épisodes très punchy, quelque chose de très page-turner, cette idée des 5 minutes pour lire un épisode qu'on lit en attendant le métro, dans la salle d'attente du docteur. Et aujourd'hui, l'idée, l'intention, c'est de redonner l'envie de lire à des personnes qui ne lisent plus du tout. Soit par manque de temps, soit par peur de se lancer dans un roman en entier. Voilà, quelque chose de très décomplexant sur l'usage de la lecture.
Yes, et c'est vrai que pour être une utilisatrice de, de Rocambole, ou plutôt une lectrice, c'est vraiment, je trouve, très réussi. On a vraiment l'impression de lire différemment, quoi. Et c'est beaucoup plus sympa. Je sais que pour avoir essayé de lire sur téléphone, par exemple, des romans, bah, par rapport à quelque chose qui est fait pour ça, qui est conçu pour ça, où ça se lit assez bien, c'est pratique de naviguer dans les pages, etc. C'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, je conseille à essayer. Du coup, bah, alors toi, tu nous as déjà dit, du coup, Katerina, comment tu avais rejoint Rocambole, mais Gaëlle, du coup, comment ça s'est fait pour toi? Alors, eh bien, j'avais vu en fait le projet de Rocambole se monter sur Twitter avec les différents tweets effectivement de Julien Simon. Donc, j'avais en ligne de mire cette maison d'édition-là. Et puis, il s'avère que, alors là, c'est un gros coup du hasard. En fait, je publiais sur Plume d'Argent, qui était une ancienne version qui n'a rien à voir avec celle que j'ai publiée sur l'appli. Et j'avais été repérée par une lectrice que je lisais également, qui s'appelle Doublure Stylo, et qui, en fait, est éditrice chez Rocambole. Et donc, elle m'a dit, ah, ton texte m'intéresse. Et donc, j'ai proposé la version que j'avais publiée sur Plume d'Argent, qui ne me convenait pas parce que c'était un roman. Donc, je trouvais déjà ça super génial d'avoir écrit un roman. Mais ça ne convenait pas à la série littéraire. Et donc, j'ai retravaillé. Et puis, finalement, j'ai réussi à passer le cap à être prise, en fait, avec ce projet-là. Yes. Et du coup, tu en as une sur Rocambole, c'est ça? Oui. Parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à vous demander. Et toi, Katerina, t'en as plusieurs? Moi, j'en ai... Attends, je compte. 4 4, je crois. Yes. On mettra de toute façon les liens dans les notes du podcast avec aussi lien vers Rocambole et comment on télécharge l'appli, etc. Mais et du coup, est-ce que vous pourrez juste nous dire rapidement bah, de quoi parlent vos séries ou peut-être la dernière pour toi, Katerina? Du coup, la dernière qui s'appelle Sous le masque, qui est un polar à Venise. Donc ambiance vénitienne en temps de carnaval, donc avec voilà, toutes les personnes qui sont allées à Venise ressentiront cette ambiance super particulière. Et du coup, un meurtre sur lequel une jeune détective privée va enquêter et qui va être plus complexe que ce qu'elle pensait. Yes. Et toi, Gaëlle, du coup, peut-être que tu peux nous présenter celle que tu as sur Rocambole. Alors moi, c'est une dystopie donc, qui se passe dans une sorte de présent alternatif qui raconte l'histoire d'Enaël qui a 17 ans et qui ne supporte pas les lois ultra sécuritaires de son pays et qui décide donc de s'engager pour lutter contre les lois du gouvernement, notamment l'une d'elles qui enferme dans l'ombre zone des porteurs du gène de la criminalité qui sont donc considérés comme des potentiels criminels. Voilà. Yes, je pense que ça donnera envie en tout cas. Moi, je l'ai commencé. Pour l'instant, je suis plutôt à fond. Cool. Et ouais, justement, moi, je voulais vous demander un petit peu comment ça se passe en fait quand on écrit déjà une série et en plus quand on écrit pour Rocambole. Enfin, parce que bon, c'est une manière d'écrire différente. Puis après, comment est le travail en coulisses, etc. Alors, du coup, c'est un travail qui est plus proche de celui qu'on dirait d'architecte, parce qu'en fait, pour postuler, il faut envoyer un synopsis par épisode. Donc, du coup, ça fait une trame voilà, assez précise avant l'écriture. Et dans chaque épisode, il faut un enjeu assez fort, avec un arc narratif propre. Donc, forcément, comme disait Katerina tout à l'heure, il faut que ce soit assez dynamique et pour donner envie ensuite d'aller lire l'épisode suivant. Si je peux compléter sur la sélection, déjà, c'est synopsis plus l'épisode 1 qui est complètement rédigé. Pour l'historique, au début, on demandait 3 épisodes et on s'est rendu compte qu'il nous suffisait d'un épisode pour savoir si la série était faite pour le format Rocambole, pour avoir une idée du style, etc. Et en plus, ça demande moins d'engagement de temps et d'énergie à l'auteur qui a entre guillemets juste 10 000 siècles à écrire. 10 000 signes, environ 2000 mots. Plus le synopsis de la série. Gaëlle, tu veux raconter comment se sont passées les corrections édito pour toi et après je compléterai. Donc Virginie a relu l'intégralité évidemment de la série toute seule dans son coin, donc j'attendais impatiemment ses retours et elle a validé chaque épisode qui correspondait bien à la grille attendue par Rocambole.
Et donc ça, c'était positif parce que j'avais pas à réécrire un épisode particulièrement. Donc je pense que du coup, c'était bien. Ça m'a demandé moins de travail. Et ensuite, donc elle fait plusieurs passages où par exemple, dans le premier épisode, tout simplement, elle m'a donné une consigne. Elle m'a dit, il n'y a pas assez d'Enaël. Il me faut plus d'Enaël. Et donc voilà, là, j'ai beaucoup retravaillé cet épisode 1. Et puis ensuite, donc il y a ce genre de remarques, et puis ensuite des remarques de plus en plus fines jusqu'à passer à la ponctuation. J'imagine que c'est du travail éditorial entre guillemets un peu classique. On va faire ressortir certains aspects plus que d'autres, Ouais. etc. Mais il y a aussi ce côté série, quoi, parce que c'est dans chaque épisode. J'imagine qu'il faut qu'il y ait le rythme, le début, la fin. Exactement. Bon, Mais ça a l'air du d'avoir coup, survécu. Ouais, vas-y, pour Catherine. parler de cette fameuse grille, parce que du coup, côté éditeur, en fait, c'est une grille où on a plusieurs critères pour chaque épisode et on dit oui, non. Et les critères, c'est est-ce que les enjeux sont clairs? Est-ce qu'on a envie de lire l'épisode d'après? Est-ce que le point de vue est stable? Est-ce qu'on ressent des émotions fortes? Donc en fait, c'est à la fois des critères, on va dire, classiques de narration, de savoir si on ressent des émotions, s'il y a des enjeux, mais aussi de est-ce qu'on a envie de lire l'épisode suivant, c'est assez propre à la série. Donc ça nous permet, en fait, il n'y a pas besoin que tout soit validé, mais en fait, on voit s'il y a des faiblesses dans certains épisodes, particulièrement sur l'épisode 1 qui est hyper important, donc on le fait particulièrement retravailler. On voit un peu le niveau de la série, enfin ça nous aide un peu à objectiver les différentes séries. Moi, côté, du coup, on travaille tous et toutes un peu différemment. Moi, je fais un passage avec toutes les corrections. Virginie en fait plusieurs, pour avoir travaillé avec elle, en fait plusieurs, chacun sur un aspect. Mais du coup, il y a à la fois les corrections de fond sur l'intrigue, les corrections de formulation, de lourdeur, de maladresse, et puis les corrections très orthotypographiques, grammaire, syntaxe. Quand tu dis que tu fais une passe, c'est-à-dire c'est-à-dire que Virginie, doublure stylo, va faire une passe sur le fond, une passe sur les formulations, une passe sur la forme. Moi, je vais passer plus de temps sur chaque épisode, mais j'essaye de boucler un épisode en me disant celui-là, elle est validée, on revient pas dessus, on passe à l'épisode 2, mais ça revient au même, c'est juste des fonctionnements qui sont différents. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il faut quand même, c'est un sacré travail, je trouve, de regarder le fond et la forme séparément, alors les deux en même temps. Ça demande des relectures et puis à force d'en faire aussi. Bah ouais, j'imagine, parce qu'au final, c'est vrai que pour la bêta lecture, c'est un peu ce que je fais aussi quand je bêta-lis des extraits. Au début, pareil, on est en panique, on se dit qu'on a oublié un aspect, puis en fait, à force, on entraîne ses yeux. Yes. Et du coup, toi, pour ton expérience aussi, parce que t'as quand même écrit pas mal de séries, il y a des choses qui ont évolué ou? J'ai écrit dans plusieurs genres différents. J'ai fait de l'historique, j'ai fait de la romance, j'ai fait du polar. Ça, c'est très chouette parce que j'ai pu expérimenter. C'est quelque chose que j'ai pas fait dans les romans. Dans mes romans, j'ai fait que de la fantasy. Alors que là, comme c'est le temps d'une série, dont certaines qui font 6 épisodes, donc en fait, on peut jouer un peu et s'amuser. Et puis, j'ai eu des éditeurs différents. Déjà, je ne m'auto-corrige pas. Et du coup, j'ai travaillé avec Virginie, j'ai travaillé avec un autre éditeur qui s'appelle Fred, et chacun a sa petite touche. Et du coup, c'est très enrichissant aussi les uns les autres de s'entrecorriger parce qu'on est tous aussi auteurs au moins d'une série. Et du coup, de voir comment chacun a sa petite particularité de fonctionnement, c'est sympa. Combien de temps, du coup, ça prend d'écrire peut-être une série et puis jusqu'à ce qu'elle arrive sur Rocambole? Alors, combien de temps ça prend ça dépend du temps d'écriture de chacun. Un épisode, c'est 2000 mots. J'ai écrit une série pour Halloween qui fait 5 épisodes, ça fait 10 000 mots, finalement, en premier jet. Après, il y en a qui peuvent l'écrire en une semaine, il y en a qui peuvent l'écrire en un mois. Après, les corrections édito, ça va relativement vite. En fait, c'est plus, parfois, il y a un petit peu d'attente parce qu'on a plusieurs séries en cours. Mais on est sur de l'ordre de un mois à quelques mois, et après ça va au planning. Il faut compter à peu près 2 mois. On a à peu près 2 mois d'avance sur le planning édito. Donc les délais sont quand même plus courts qu'une publication de roman classique. C'est clair. Ouais. Je pense qu'une fois que peut-être que ta série est acceptée, ça peut, selon toi, ton rythme, mais ça peut aller assez vite finalement. Et toi, Gaëlle, du coup, comment ça
Alors moi, j'ai commencé à écrire la série lors du confinement de mars dernier. Donc, vous voyez, elle a été publiée en février. Donc, c'est vrai que ça va super vite. Et moi, je disposais d'une heure par jour de la sieste de ma fille. Et donc, une heure me permettait d'écrire la moitié d'un épisode. Ouais. Donc, du coup, j'ai mis à peu près 2 mois à écrire le premier jet. Après, c'est passé en bêta lecture, tout ça. Et on a commencé le travail édito en décembre et fini, ouais, c'est ça, décembre-janvier, quoi. Et puis février, c'était bon. Ouais, c'était Mm. rapide. Ouais, Clairement. super rapide, ouais. Ça, c'est très agréable, hein, c'est sûr. Hein, on n'a pas cette attente-là, ouais. C'est clair, hein, parce qu'avec l'édition, entre les différents projets des éditeurs et tout, on n'est pas du tout sur les mêmes délais, quoi. Et bon, ma série fait 13 épisodes, parce que tout à l'heure, Ouais. Katerina, elle parlait de 6, moi, voilà, c'est le double. C'est vrai que ça va assez vite, finalement, à lire. Je me Ouais. souviens avoir lu... on peut lire assez facilement la série en entier, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on sent que c'est fait pour, justement... quand on a une petite pause, on peut lire un épisode ou deux. Et ouais, c'est vrai que du coup, effectivement, en termes de durée, enfin, niveau satisfaction, quoi, moi, c'est un truc que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on n'est pas justement sur des mois de travail, des mois de correction, des mois, des années d'écriture. Et je trouve que ça s'adapte sûrement plus à notre rythme actuel aujourd'hui, quoi. Bah, en tout cas, moi, j'aime être efficace. Et je trouve que ça correspond bien Moi à aussi. ça. Ouais. Et puis, en tant que maison d'édition aussi, ça nous permet de rebondir parfois sur l'actualité ou en tout cas des sujets du moment. J'ai fait une série sur l'écologie. Là, on fait des portraits de femmes. On a fait quelques séries un peu humoristiques sur le confinement. Sur des temps éditoriaux classiques, ça aurait eu aucun sens. Ouais, surtout, je crois que ça arrivait assez vite parce que je me souviens qu'il y avait eu un problème. Rocambole, ils avaient été retirés parce qu'ils parlaient justement du Covid dans leur contenu. Mais c'est vrai que c'était tellement rapide. Je pense que c'était encore au tout début. C'est vrai que là, on n'imagine pas un roman avec tout le cycle d'écriture, de correction, d'édition, etc. Sortir sur le confinement. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés là, début d'année, quoi. Mais alors que je sais que sur Rocambole, c'était arrivé assez vite parce qu'effectivement, ça réduit les délais, quoi. Je sais pas parce que toi, du coup, t'as quand même écrit des romans aussi, Katerina. Qu'est-ce que tu penses de cette différence aussi Bah du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, que sur les romans, comme je me lance dans un projet au long cours, j'ai tendance à plutôt rester sur des thèmes que j'aime et donc où je suis assez sûre de moi de pouvoir les mener jusqu'au bout parce que je garderai la motivation. Sur mes séries, j'ai pu tester la série historique, par exemple, sur Marie Curie, je ferai jamais de roman historique parce que c'est énormément de recherche et je me le sens pas. Mais sur un format série, c'était agréable, c'était sympa et c'était une expérience comme pour se dire ok, j'ai essayé, c'est pas ma cam, mais j'ai tenté et c'est quelque chose et de le voir publié quand même. Et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'occasion en tant qu'auteuriste de faire comme expérience. Ouais, c'est clair. Puis peut-être qu'aujourd'hui aussi, vu qu'on a peu de temps, je trouve, par rapport en tout cas, aux auteurs qui sont, dont c'est le métier, quoi. Je pense qu'on a de moins en moins de temps, entre guillemets, au fil des années pour la moyenne des auteurs. Et du coup, peut-être que, justement, de tester les différents, ou en tout cas d'avoir un petit peu la possibilité d'écrire sur un temps plus court et de voir si ça nous plaît. Enfin, à mon avis, c'est beaucoup plus actuel, je trouve. Donc, je pense que Rocambole a un bon avenir. Je sais pas d'ailleurs si vous avez des retours, vous, sur la popularité de l'appli, parce que c'est vrai que moi j'en ai entendu parler assez dès le début, mais je me rends pas compte si c'est de plus en plus répandu ou pas. Alors, je crois qu'il y avait un chiffre qui était passé sur les réseaux sociaux, quelque chose comme 50 000 utilisateurs Ouais, j'ai vu aujourd'hui. 60 aujourd'hui. Ah, 60 yes. Aujourd'hui. Ouais. Du coup, ça grimpe vite. Et plus ça grimpe, plus ça grimpe. Et c'est un peu le truc de la start-up, en fait. C'est les débuts qui sont un petit peu laborieux. Et puis quand c'est enclenché, ça démarre bien. On en parlait, je crois, à une réunion entre éditeurs où en fait, Rocambole on va vraiment essayer de créer un usage qui est la lecture sur téléphone de série. Donc où ça décolle, où ça marche pas. Je pense qu'il y a difficilement d'entre-deux, mais ça commence à être sur la bonne voie en tout cas. Bah là, quand même, 60 000 utilisateurs, c'est pas rien, c'est fou. Parce que justement, tu parles du début qui peut être dur, etc. Alors, effectivement, pour que
d'ici à ce que tout le monde l'adopte, etc. Mais en tout Mais cas, je je crois confirme que... que le début, c'est le plus dur. Yes, vas-y, Gaëlle. Non, j'allais dire, je crois que c'est Buzz Mortel là qui était publié dans une série qui était publiée. Enfin, il y avait un épisode par jour qui était publié et je crois qu'il y a eu 30 000 lectures. Hein, Ouais, il y a Katerina, je un crois que chiffre c'était dingue, oui, je me souviens, hallucinant. je l'ai vu passer Ouais. sur Twitter. Ah ouais, Mais parce que là, c'était c'est fou ce énorme. concept de série. Et en fait, on peut aussi, enfin, dire, bon, en termes de, tu vois, d'utilisateurs, d'applications, c'est peut-être peu, mais en termes de lecteurs, c'est plus, Ouais. quoi. Ouais. Pour vendre 30 000 livres en quelques Mm. jours, faut quand Et même... ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur le fonctionnement de Rocambole, c'est que quand on pense série, on pense peut-être aussi publication régulière des épisodes. Or, la plupart des séries elles sont publiées d'un seul coup, avec donc tous les épisodes. Mais de temps en temps, voilà, là, il y a des séries où il y a un épisode qui est publié par jour ou par semaine. Enfin, ils ont tenté plusieurs expériences comme ça qui sont sympas. Ah yes, ouais, effectivement. Ouais. C'est vrai que moi, j'avais l'impression que c'était tout d'un coup, mais ouais, ça permet aussi un peu de De liberté, quoi. varier, ouais. Mm. Et d'ailleurs, je pense à la variété des genres côté écrivain, mais en fait, c'est aussi le cas côté lecteur. Et moi, je m'en suis rendu compte en tant que lectrice aussi de Rocambole, c'est qu'en fait, il y a des bouquins que j'aurais pas, des genres que j'aurais pas acheté en librairie parce que j'aurais eu peur de pas aimer. Et là, sur le catalogue Rocambole, on s'abonne et on peut tout lire. Donc finalement, on commence un polar, une série d'horreur et on n'aime pas, ben on arrête et on n'a pas investi, même économiquement, plus d'argent. Enfin, je me suis retrouvée à lire des choses que j'aurais pas lu en temps normal sinon. Je suis d'accord avec toi, puis je trouve que, en tout cas, la présentation sur l'application te donne quand même envie un petit peu d'explorer. Bah, ça ressemble clairement à Netflix, hein, entre guillemets, je pense qu'on peut le dire. Enfin, en tout cas, on voit plein de possibilités, des choses qui nous correspondent plutôt bien, je trouve, et puis forcément des choses complètement... je me souviens, il y avait un livre de Grégoire Gambato, là, enfin, des trucs que j'aurais pas spécialement lus. Et en fait, bah, ça donne envie. Si ça nous donne envie par la couverture, bah, on peut toujours jeter un œil, quoi. Alors que bon, on est acheter le livre, aller à la librairie, bah, rien que prendre le livre et le feuilleter, il y a quand même une librairie, c'est pas pareil qu'un écran d'accueil d'une appli, quoi. Faut savoir à peu près où on va, quoi. Ça permet de parler peut-être du graphiste qui fait les vignettes des séries, justement, ouais, qui est super. Et je pense, qui est assez différent de l'édition classique, disons. Peut-être, enfin, j'imagine. Moi, j'ai eu un vrai contact avec lui. Il m'a demandé un peu, il m'a demandé ce que j'attendais, ce que je voulais pas et tout. Et après, il a fait ce qu'il voulait et c'était génial. Mais il a tenu compte, en fait. Il y a eu une vraie discussion sur mon histoire et tout ça. Donc, c'était vraiment bien. Et c'est toujours lui? Ouais. Ah ouais. À l'heure actuelle, chouette. c'est la vignette qui happe le regard quand on utilise Ouais, l'appli. Donc, tout repose un petit peu sur la vignette. Alors, elles sont super, hein, je suis d'accord. Ouais, il fait un boulot de dingue. Qu'est-ce que vous avez bien aimé là récemment sur Rocambole pour les personnes qui testeront peut-être à l'issue de cet épisode? Alors, moi, là, je suis en train de lire, je vais manger le nom, donc je vais pas le retrouver, c'est la série sur les pirates, là, l'héritière du trésor perdu. C'est ça. L'héritière du trésor perdu. Donc, et donc là, j'adore. Et puis sinon, j'ai lu des séries plus anciennes, d'Irulan, par exemple, et Disparaître, que j'ai adoré. La série Yes Fear de Katé, qui est géniale. Les séries d'Anne Langlois, toutes. Entre autres. Mais j'en oublie. Yes. J'en oublie, parce qu'il y en a plein. Et puis ça se lit vite, donc tu peux en lire plein en un certain temps. Ouais, c'est vrai. Celles de Tiphaine aussi, Le Vilain, sont super. Yes. Et toi? Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, pas pour mes séries, parce que du coup, si je les corrige, je sais que c'est quand même mes préférés. Parce que du coup, les éditeurs, on a les séries sélectionnées et on choisit celles qui nous parlent le plus. On fait un d'autant meilleur travail comme ça. Castellou, je sais pas comment ça se prononce, une série de Tina Bartoli qui se passe en Corse, un thriller très très sympa en hiver, en plein hiver, la Corse en hiver. La loi Phoenix de Dana Cori qui est sortie il y a quelques semaines. La vignette est superbe aussi. Le récit est très sympa.
Une nuit de 1948 de... J'ai oublié son... Jérôme quelque chose. On mettra le nom. Sur un tout autre style, LGBT tiré de faits réels. Donc des styles très très différents, mais que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Yes, j'aime bien, ça m'a fait plaisir aussi que vous citiez plein d'exemples de genres différents aussi, parce que clairement, c'est très diversifié pour avoir bien parcouru un peu l'application. Voilà, si tu nous écoutes et que tu ne connais pas l'application, je te conseille vraiment de jeter un œil. Et je trouve aussi que c'est vraiment une manière de lire qui est plus apaisante, quoi, parce qu'on n'a pas un énorme pavé, on n'est pas en train d'en rajouter des énormes pavés dans notre pile à lire à longueur de journée et de pas les lire, et ce qui est quand même pas très engageant. Et à la place, bah, on se voit progresser, on se voit avancer dans les épisodes, un peu comme une série, quoi. Yes. Oui, parce qu'on est limité en nombre de signes aussi, hein, maximum sur chaque épisode. Donc c'est vrai que du coup, ça permet d'avoir cette lecture en 5-10 minutes, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez des retours de personnes qui... Bah, comment se passent plutôt les retours, voilà. Est-ce que vous... Sur Rocambole, je me souviens plus trop, est-ce qu'on peut mettre un retour? Oui, on peut mettre un commentaire. Ouais, il y a des commentaires, je me souvenais plus. Ouais. Et du coup, comment ça se passe quand on reçoit des commentaires en direct? Ben, moi, je trouve ça très chouette, en fait, en tant qu'autrice. C'est très sympa d'avoir les commentaires directement sous sa série. Ça, plus sur le Discord, il y a un channel qui est dédié à chaque série. Et du coup, les lecteurs et lectrices peuvent discuter directement avec nous. Et ça fait vraiment un lien. Ça rend l'auteur et l'autrice très accessibles. Je trouve ça déjà très chouette. Et en plus, directement sur la série, il y a un espace commentaire. Donc, il y a vraiment un lien, je trouve, qui est plus direct que le roman papier, on va dire. Alors, moi, j'avais un peu peur de ces commentaires, forcément. Puis je crois qu'à un moment donné, il y avait eu l'idée aussi d'en mettre un à chaque fin d'épisode, enfin la possibilité d'en mettre un. Il m'avait semblé voir ça. Ça me faisait encore plus peur parce que je me suis dit, bah non, mais en fait, je suis pas sur un forum d'écriture, je veux pas. J'ai fini, mon texte, il est bloqué, quoi. Mais non, mais ça se passe super bien. Je laisse pas de commentaires. Donc, il n'y a que ceux qui aiment qui ont laissé pour l'instant, même si je suis complètement ouverte à la critique, hein, il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est plutôt chouette d'avoir tous ces retours possibles, en tout cas. Ouais, parce que c'est quand même, entre guillemets, c'est un peu plus le jeu, quoi. Même si quand on publie un livre, bah, forcément, on va recevoir des avis sur les différents sites, etc. Mais là, ça fait vraiment partie de l'application. Et je pense qu'effectivement, c'est un état d'esprit à avoir qui est peut-être pas simple au départ, mais de se dire ouais, bah il y aura des commentaires. Alors effectivement, j'avais pas tilté que c'était sur les séries entièrement, et je trouve que c'est un peu, enfin c'est quand même mieux, je pense. Enfin là comme ça, je dirais que c'est un peu comme un livre, quoi. Tu mets l'avis sur le livre global, tu vas pas dire oh non, l'épisode 8. Enfin, tu pourrais, hein, il y a ça sur, il y a beaucoup ça sur les séries vidéo, mais oh non, t'as tué machin. Ouais, c'est ça. Yes. Super. Et puis du coup, ouais, pour Katharina, petite question spéciale toi, c'était bah justement comment tu jongles entre les séries que tu écris et celles que tu édites, et entre les séries que tu édites, parce que je trouve que enfin être sur un projet littéraire quel qu'il soit, ça nécessite tout un état d'esprit de se plonger dedans. Je sais pas comment tu vis la chose. Du coup, alors, en termes de priorité, je fais toujours passer du coup mes auteurs et mes autrices avant mes propres écrits. Donc, si j'ai X temps dans la journée, je m'occupe d'abord de mes séries. Il y a certains éditeurs et éditrices qui font plusieurs séries en même temps. Moi, j'ai plus de mal à changer de mindset, et du coup, je fais une série à la fois. C'est pareil, je fais un épisode à la fois pour qu'il soit bien clôturé. Donc, je suis à fond sur une série, un épisode, et je m'imprègne bien de l'ambiance. Sachant que j'ai des auteurs et des autrices qui sont très réactifs sur les corrections édito. Vu qu'on fait ça sur Google Doc en mode suggestion, hop, on met un commentaire, et elle accepte, refuse, on discute, et ça avance très très vite. Et comment est-ce que je jongle entre mon écriture, les séries éditées, entre les séries éditées? C'est pas évident. C'est toujours hyper enrichissant parce que j'apprends, comme quand on bêta-lit, on apprend plein de choses quand on est éditeur aussi, sur l'écriture en général et donc sur ma propre écriture. Des fois, je lis des trucs tellement chouettes, je me dis, oh non, mais je suis pas du tout au niveau.
Des fois, je me dis, ok, ça c'est une super idée, je me la note pour la réutiliser pour moi. Et puis des fois, je fais des commentaires et je me dis, c'est le cordonnier mal chaussé parce que moi, je fais exactement la même bêtise dans mon texte. Donc, et puis ça se nourrit l'un de l'autre parce que comme je suis aussi autrice, je sais ce que ils et elles vivent quand je leur fais des commentaires. Donc j'essaye d'expliquer au maximum, j'essaie d'être efficace, j'essaie de respecter le style de la personne, de lui dire ok, ça c'est une suggestion, mais si tu préfères une autre tournure, c'est ok. Donc c'est win-win des deux côtés, quoi. Mm. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est pas du tout le, entre guillemets, le métier d'éditeur classique qui, à mon avis, écrit pas et très aussi orienté sur un tas d'autres problématiques, alors que toi, tu peux vraiment te centrer, je pense, sur l'écriture. Et peut-être, effectivement, c'est peut-être plus satisfaisant aussi parce que t'es pas en train d'éditer des romans complets qui vont te nécessiter des mois de boulot. Et ouais, alors pour info, parce que moi c'est un petit peu la même chose vu que j'accompagne des auteurs qui débutent, je me suis au moins séparée en 2 semaines. Il y a la semaine où j'écris pour moi et la semaine où je travaille sur les autres projets. Sinon, dans mon cerveau, ça part en live. Et par contre, effectivement, une fois qu'on est dans les autres projets, là, moi, il me faut toujours un certain temps d'adaptation, ouais, pour me remettre dans l'univers de chaque auteur. Et je pense que ça, c'est pareil pour toi. Et tu es éditrice sur, donc t'as dit que tu choisissais les séries, mais t'as des domaines de prédilection. Je crois que c'est. Alors j'avoue que j'ai plutôt des auteurs et des autrices de prédilection parce que certaines ont écrit plusieurs séries et du coup quand on a déjà travaillé avec quelqu'un, c'est plus facile, c'est plus fluide, il y a moins besoin d'explications du coup et tout le monde est content. Donc ces personnes-là qui écrivent très régulièrement, à chaque fois on travaille ensemble. Et en vérité, aujourd'hui, j'ai peu de nouvelles personnes dans mon dans ma petite cour. Mais du coup, c'est plus des collaborations entretenues et des personnes qui écrivent dans des genres différents. Donc je m'ennuie pas pour le coup. Mais c'est toujours hyper sympa quand on retrouve la personne et qu'on la voit progresser aussi d'un écrit à l'autre. Ouais, et puis je pense que c'est plus simple de visualiser cette progression aussi, puisque tu as un rythme beaucoup plus accéléré, quoi. Je trouve ça vraiment beaucoup plus... j'aime beaucoup, justement, c'est aussi pour ça que je voulais parler de Rocambole, c'était vraiment parce que... Alors, certes, c'est une façon de lire différente, mais c'est aussi une façon d'écrire, d'éditer, tout est différent, quoi. Et je trouve que c'est beaucoup plus en phase avec aujourd'hui, parce que le monde de l'édition si tu commences ton roman, tu sais qu'il sera publié dans 5-6 ans, déjà minimum, quoi, à moins que tu sois vraiment un grand nom, c'est dommage et c'est pas très actuel, quoi. Alors, dans l'auto-édition, c'est pas forcément comme ça, mais j'aime beaucoup du coup ce que Rocambole propose et je trouve que c'est puis pareil pour la lecture, quoi. C'est très novateur, je trouve. J'avais un petit peu comme question de savoir quels étaient vos plans là. Est-ce que vous alliez écrire d'autres choses, comment ça allait se passer pour vous dans les mois à venir? Ouais, alors moi j'ai une série de non-fiction là qui est partie en travail édito, donc assez courte, de 6 épisodes. Et puis je vais certainement, je me suis lancée dans la saison 2 de l'Ombre Zone, qui est plutôt un tome compagnon ou un spin-off si tu veux. Voilà. Yes. Donc, moi, j'ai un sino d'un polar fantasy que j'ai validé depuis des mois et qu'il faut que j'écrive, mais j'étais sur mes projets perso et sur les clients freelance et sur la vie. Et du coup, Fred, mon éditeur, me relance de temps en temps en me disant c'est quand tu commences à écrire. Mais du coup, là, polar de fantasy en prévision. Yes. On n'aura pas plus d'infos, je crois. Non. Je vais essayer de vous souligner. Pour toi, Gaëlle, par exemple, tu as quand même déjà cette première saison. Comment tu envisages le 2? Parce que je sais que du coup, ton projet remontait il y a longtemps. Je sais pas, ça doit être sympa de s'y remettre. Ouais, en fait, le tout premier projet, il se passe 17 ans après celui qu'on peut lire sur Rocambole. Et donc la saison 2, en fait, elle se passe en même temps que la saison qui est sur Rocambole, donc sauf que je vais suivre, je vous dis quand même un petit peu, je vais suivre Christian, qui est celui qui a découvert le gène de la criminalité. Donc voilà. Yes.
Il y a des A priori. révélations dans l'épisode. Voilà. Tu pourras Et mettre ce qui en est sympa, gros. ce qui est sympa, c'est pour moi en tout cas, c'est de faire des ponts entre les 2 saisons et du coup de retrouver éventuellement des personnages qui étaient essentiels dans la première ou qu'ils deviennent dans la deuxième, etc. Donc ça, c'est assez chouette. Je me fais des auto-clins d'œil. Justement, est-ce que tu penses que c'est parce que ça va un peu plus vite aussi et que c'est peut-être un petit peu plus direct que t'as peut-être autant de liberté finalement, tu vois? Alors oui, ça c'est sûr qu'il faut que ce soit direct. Moi, tu sais, j'ai pas une grande expérience d'écriture de roman. J'en ai écrit qu'un seul, finalement, qui est à réécrire. Mais j'ai la sensation qu'en tout cas, oui, le fait que ce soit assez court, en effet, ça permet aussi d'avoir 2 saisons, de tester d'autres parties du monde que j'ai pas pu développer dans la première, par exemple, et de me focaliser sur un personnage différent aussi, ça m'intéresse parce que ça permet d'avoir une autre vision de ce monde-là. Enfin voilà, ouais. Je sais pas si je réponds vraiment à ta Si, question. ouais, clairement. C'était un peu ça. Je me suis pas forcément exprimée de manière très claire, mais je me disais aussi que c'était plus simple parce que pour avoir écrit une suite de romans, tu vois, tu te prends bien la tête entre guillemets. Il faut que tout soit absolument logique, parfait, que la suite soit intéressante, etc. Là aussi. Mais c'est beaucoup plus court, donc tu peux aussi juste choisir, justement, comme tu l'as fait peut-être d'explorer un personnage et je pense que c'est quand même plus, on va dire, ludique. Ouais, c'est ludique, ouais, c'est sûr. Là où j'étais en train d'y penser, là où je pense qu'il y a plus de liberté aussi, c'est que, notamment avec les auteurs et les autrices qui ont déjà publié, par exemple, celles qui travaillent régulièrement avec moi, on travaille beaucoup sur Sino. Du coup, ils ou elles m'envoient leur pitch, je valide ou pas. Souvent, je valide parce qu'elles donnent des bonnes idées, puis elles m'envoient le Sino. Et du coup, avant l'écriture du premier jet, je peux reprendre avec elles des soucis ou quelque chose qui pourrait être bancal à l'écriture et du coup de gagner du temps d'écriture. Et elles peuvent aussi, sur un Sino, en changeant un paragraphe, on peut quasiment changer l'angle de l'histoire ou le chemin que ça va prendre. Donc c'est beaucoup plus dynamique en termes d'expérimentation et puis en termes de liberté aussi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas tout à réécrire, hein, c'est clair. Là, par exemple, pour le Sino de la saison 2, Doublure Stylo, Virginie, elle m'avait dit, là, il y avait un point crucial sur le personnage, donc il fallait que je revoie l'intégralité du synopsis. Si ça avait été dans le roman, ça aurait été super dur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est hyper différent, du coup, en tout cas, de la plupart des auteurs qui viennent avec le premier jet. Ils viennent même pas avec le premier jet, ils viennent avec le manuscrit corrigé, revu, bêta lu, et là, si l'éditeur il dit ah ouais mais non, l'angle Intel me convient pas, il faudrait changer ça, on a des mois et des mois qui entre guillemets qui peuvent tomber à l'eau entre guillemets, oui. Et alors que là je trouve que c'est quand même déjà de base assez libre, et c'est vrai qu'effectivement comme tu dis tu peux aussi venir vu que c'est le premier épisode et le synopsis, tu peux aussi bien dialoguer, je pense, et ça peut être que meilleur, quoi. Peut-être être plus ouvert en tout cas aussi. Enfin, je pense qu'on est plus ouvert d'esprit quand c'est un sino que si on y avait passé des mois à l'écrire, à le peaufiner, etc., etc. Puis du coup, ça veut dire que le travail édito, il commence avant l'écriture presque, en fait. Parce que cet échange avec l'éditrice, c'est vraiment super riche. Hein. Et par exemple, pour l'Ombre Zone, quand j'ai soumis un synopsis avec 11 épisodes. Et donc, au moment de la réécriture après bêta lecture, en fait, j'en ai supprimé un et rajouté 2. Et 3, du coup, bref, du coup, ça fait 13 à la fin. Et ça, j'étais pas sûre que ce soit possible parce que j'avais signé un contrat pour ça. Et en fait, c'était possible, c'était faisable. Dès lors que ça sert l'histoire, c'était évidemment l'éditeur, Julien Simon et puis Virginie étaient partants, quoi. Yes, super. Et je suis contente que tu aies parlé du syndrome de l'imposteur parce que justement, moi j'ai l'impression, en tout cas, être auteur, c'est, je trouve, une des pires, alors on va dire loisir à métier selon là où on en est, mais pour la confiance en soi, justement, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de choses qu'on va répéter à chaque fois, et heureusement, comme ça j'ai un métier où je peux coacher les auteurs sur leur confiance en eux, parce que c'est 99% de tout ce que je fais, c'est juste basé sur ça, et je trouve vraiment, en tout cas, que cette histoire d'écrire par épisode, d'avoir l'éditeur qui est impliqué tôt aussi, parce que je trouve que la confiance, ça marche pas quand on est tout seul, il faut être plusieurs
quel que soit le moment du processus, que ce soit sur des bêta-lectures, des communautés, etc. Mais c'est à partir du moment où il y a d'autres personnes qui commencent à nous faire des retours qu'on se sent légitime et qu'on prend confiance. Je sais pas, vous, si ça vous parle, du coup, si vous trouvez que c'est quand même plus adapté là-dessus. Justement, des auteurs qui auraient du mal à se lancer sur des romans. Moi, ça me parle très très fort pour un exemple très récent d'une autrice, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, mais je dirai pas son nom, qui a été sélectionnée, c'est pareil, giga syndrome de l'imposteur, et pourtant elle avait des super retours, sélectionnée sur l'épisode 1, puis elle devait rédiger, et elle a rédigé jusqu'à l'épisode 7, elle a eu des soucis de santé, donc elle a fait une grosse pause, et là, elle m'a dit, Katerina, j'arrive pas à reprendre, j'ai un blocage. Du coup, on s'est appelé, je lui ai demandé ce qui allait pas, je lui ai dit, t'as écrit un petit bout d'épisode 7, c'est 500 mots, enlève-les, essaye de repartir du début de l'épisode 7, relis le début. Elle m'a dit, tu sais, ça m'aiderait si tu me faisais des retours sur le tout premier épisode, moi, ça me motive. Je fais, ok, je te fais ça, enfin, il y a quand même, on prend beaucoup de temps pour faire de l'accompagnement parce que, déjà, c'est des bonnes séries et des bons auteurs. On a envie de les accompagner jusqu'à la publication. Et puis, ça fait aussi partie du métier, je trouve. Bah ouais, clairement, enfin, en tout cas, le vrai éditeur, à mes yeux, il fait aussi cette part d'accompagnement, même dans l'édition classique. Mais effectivement, par contre, quand on n'est encore pas dans la boucle avec un éditeur qui nous soutient, bah, on est un petit peu tout seul, je pense. Peut-être avec cette facilité aussi d'être accessible pour tout lecteur et de recevoir des avis assez facilement, etc. Ça doit quand même être un boost pour la confiance. Je sais pas si tu l'as vécu comme ça, Gaëlle. Oui, bah, le surnom de Doublure Stylo, c'est maman. Hein. C'est-à-dire que même dans la main de temps en temps, histoire de... Voilà, c'est un dosage, je pense, pour elle, quand elle suit les auteurs, parce que de temps en temps, il faut rassurer, puis de temps en temps, il faut dire, allez, maintenant, tu t'y mets, et c'est vrai que ce suivi au fil de l'écriture est vraiment chouette pour ça. Parce qu'on est fragile, nous, les auteurs, les autrices. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. C'est fou. Ouais. Et même si on est notre Xème projet, même si on écrit tout le temps dans le même genre, même si, enfin... La fleur de peau, quoi. Ouais. Merci pour vos réponses. Je pense que ça encouragera aussi peut-être les personnes justement qui hésitent un petit peu. Justement, d'ailleurs, ça me fait penser, mais est-ce qu'actuellement, Rocambole cherche de nouveaux auteurs et comment ça se passe? Alors oui, on cherche toujours, mais rapidement, c'est le synopsis complet de la saison 1, épisode par épisode, plus l'épisode 1 complètement rédigé. On accepte tous les genres. On aime beaucoup, en ce moment, on recherche beaucoup la romance et le polar, donc... si vous avez ça dans les tiroirs, raison de plus. Et ce que j'ai déjà dit sur Twitter plusieurs fois, et je le répète ici, si vous hésitez, si vous avez un doute, si vous avez peur, moi mes DM sont toujours ouverts. Régulièrement, on m'envoie l'épisode 1 de Sino et je fais un petit retour comme ça. Pas très long et ça n'engage que moi. Ça veut pas dire que les personnes seront acceptées au comité de lecture. Mais des fois, ça donne le petit boost de motivation et ça permet à la personne d'oser. Je lui dis, c'est cool ton projet, t'as une bonne idée. Et go. Enfin, t'as rien à perdre. Et je pense que c'est quand même beaucoup moins effrayant qu'un énorme roman sur lequel on a travaillé pendant des années, qu'on envoie là. Il faut juste, entre guillemets, ce Sino et cet épisode. Ma question préférée, je crois, qui est à la lumière un petit peu de tout ça, mais quels conseils vous donneriez justement des jeunes auteurs qui hésitent à se lancer, que ce soit dans les séries ou de manière générale? Alors moi, je pense que s'il hésite, c'est qu'il a envie. Donc s'il a envie, ça veut dire qu'il y a du désir et qu'il y a une promesse de plaisir. Et le plaisir, c'est essentiel, je trouve, même s'il faut du travail, il faut persévérer. Effectivement, il faut se former aussi, je pense. Il y a plein de choses qui sont en ligne, qui sont gratuites et qui permettent de se former sur les techniques dramaturgiques. Mais voilà, se lancer pour se faire plaisir. Voilà, se faire plaisir pour s'épanouir et être bien avec soi. Voilà. Et j'aurais donné le même conseil parce que je pense que au-delà des techniques et de tout le travail, je pense que la fondation, la base de la pyramide, ça reste quand même le plaisir parce que si on n'en a pas, on n'écrit pas et on va faire de la broderie ou des échecs. Enfin, quelque chose qui nous fait plaisir, c'est pas censé être une souffrance. Du coup, s'amuser, prendre du plaisir et il faut que ça reste
un bon moment. Le mythe de l'auteur en souffrance qui pleure à chaque fois qu'il est devant son clavier, je n'en veux pas. Pareil, moi non plus, je dis que Baudelaire n'est pas le bienvenu chez moi. Et j'aime beaucoup ce que vous dites, parce que c'est une des choses que je dis souvent, c'est aussi que quand ça nous fait plaisir à écrire, le lecteur, ça lui fait plaisir à le lire en fait. Et que si on se flagelle, qu'on se met des objectifs inatteignables, etc., c'est pas bon pour notre confiance. Donc en général, c'est pas ça qui fonctionne. Et ça peut que nous miner le moral et nous gâcher un petit peu ce fameux plaisir qui est quand même la raison pour laquelle on s'y est mis à la base. Donc merci pour vos mots. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter peut-être sur Rocambole ou sur votre actualité. Moi, juste sur Rocambole, je voulais dire que, en fait, depuis que j'y suis, j'ai l'impression de faire partie d'une famille. Et ça, c'est super agréable parce qu'il y a ce Discord justement qui fait que on communique assez souvent alors qu'on est tous à distance et qu'on a l'impression de se connaître. Enfin, et c'est très agréable parce que des fois il y a des sujets de conflit, mais il y a toujours une discussion derrière qui fait que le conflit en fait se résout et c'est vraiment très agréable. C'est une boîte hyper transparente dans sa communication, ce qui est une volonté des fondateurs et aussi de Julien côté édito. Et en tant que collaboratrice, moi, je trouve ça très, très chouette d'avoir cette relation de confiance avec les auteurs, avec le public, et de pas dire on fait un truc dans notre coin et on dit pas, et si on a fait une bêtise ou une erreur, on dit pas. Enfin, et puis d'oser faire des bêtises, enfin d'oser tenter de nouvelles choses, de nouveaux formats, de faire des erreurs, de nouveaux types de séries. Moi, j'aime beaucoup cette dynamique-là de Rocambole. Enfin, j'aime bien travailler pour eux. Yes, et puis c'est vrai que sur le Discord, c'est plutôt sympa pour y avoir fait un tour 2-3 fois, justement. Et du coup, on mettra les liens pour les curieux. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. J'aurais pu vous poser encore 1000 questions, mais faut bien que qu'on libère la journée des auditeurs. Donc je mettrai tous les liens vers aussi avec les noms de vos séries sur Rocambole pour qu'on les retrouve et dans les notes avec le lien vers Rocambole évidemment. Et je vous remercie encore Caterina et Gaëlle pour ce bel épisode. Merci à toi beaucoup.